ces gens-là étaient d'une gentillesse avec nous. À moi, les soldats américains, et ça, on peut dire que les dames américaines qui étaient là ont été d'une gentillesse avec nous. Et ça, c'est une chose que je n'oublierai pas. Je m'appelle Jean Belair, je suis né le 3 avril 1932 à Cherbourg, rue Notre-Dame. J'ai vécu rue du Val-de-Serre et ma maison a été une des premières bombardées en 1940. Mes parents, dès lors, m'ont envoyé chez ma grand-mère à Gamboville en disant « Jean, au moins là, tu ne crains plus les bombardements, tu seras dans la campagne ». Alors, je m'appelle Bernard Dubost, je suis né le 22 juin 1935, j'avais donc 7 ans lorsque les Allemands sont arrivés. Mes parents étaient boulangers à la place de la boulangerie actuelle Marguerie. Je m'appelle Cécile Flamand. Je demeurais à cette époque du débarquement au haras de Sainte-Mère-Église. Je m'appelle Michel Lecambé, j'avais 7 ans au débarquement et mon père était coiffeur dans le centre du bourg. Je m'appelle Yvon Laurence et je suis né le 7 mars 1942. Nous habitions sur la route nationale 13 à la sortie de Sainte-Mère-Église, juste en face des machines agricoles de M. Guillotte. Je m'appelle Geneviève Marie. Je suis née le 18 juin 1935 à Sainte-Mère-Église. À l'été 1944, sur les côtes normandes, les troupes allemandes attendent de pied ferme une attaque venant d'Angleterre, retranchée derrière un formidable édifice défensif devenu célèbre sous le nom de Mur de l'Atlantique. Le commandant général à l'ouest, le maréchal von Rundstedt, n'a qu'une confiance médiocre dans ce mur de l'Atlantique, quand bien même le maréchal Rommel, nommé par Hitler en novembre 1943 inspecteur général des fortifications côtières, les aurait considérablement améliorés. À la toute fin de l'année 1943, le Combined Chiefs of Staffs, les chefs d'état-major conjoints, nomme le général Dwight D. Eisenhower à la tête du SHAEF, Supreme Headquarters of Allied Expeditionary Forces, le grand quartier général du corps expéditionnaire allié. Dans les mois qui précèdent le débarquement en Normandie, les forces alliées s'entraînent au combat dans l'effervescence. Le Royaume-Uni s'est transformé en un immense champ de manœuvre où Tommies et GIs répètent leurs rôles respectifs dans l'attente du D-Day. Parmi ces jeunes hommes, très peu bénéficient d'une réelle expérience du feu. Cela s'avère surtout vrai pour les soldats américains. Les fantassins, les parachutistes, les aviateurs et les marins doivent se préparer en quelques mois seulement aux difficiles conditions de survie qui seront les leurs dans un proche avenir. Et leur angoisse de faillir au moment crucial est partagée en haut lieu par les stratèges du SHAEF. Partant du principe que l'art de la guerre n'est en rien une science exacte, il paraît utopique de tabler sur l'attitude au combat de troupes inexpérimentées. En tenant compte de la mission qui les attend sur le continent, les soldats alliés sont soumis sans relâche à des exercices inter-armes de toutes sortes. Cette vie de caserne, pour tous, va créer un esprit de corps qui n'allait pas forcément de soi.
L'opération Overlord a pour objectif final de libérer l'Europe sous domination nazie. Dans la soirée du 5 juin 1944, la flotte anglo-américaine commence à se diriger vers la France. L'opération Neptune est le nom de code du transport des forces alliées d'Angleterre vers la France, ainsi que celui du débarquement sur les plages de Normandie. On a entendu un bruit d'avion épouvantable, ce qui nous a fait peur. Mon papa est donc parti et au bout d'un certain temps, il est revenu en nous disant que c'était le débarquement. Mais on ne savait pas que c'était des Américains parce que quand on était enfant, on n'entendait toujours parler que des Anglais. Papa est arrivé en disant « Mon Dieu, c'est le débarquement ». Dans la nuit du 5 au 6 juin, des opérations aéroportées sont menées aux deux extrémités du secteur de débarquement qu'il convient de verrouiller afin d'éviter le risque de contre-attaque allemande. Les 82e et 101e divisions aéroportées américaines se doivent d'assurer les arrières du secteur du Beach. Quand les Américains sont arrivés, on entendait tout d'abord quelques jours avant beaucoup de bombardements sur les côtes. Et puis un soir, on entend le tocsin sonner. Les premiers contacts de la population normande avec ces libérateurs s'apparentent pour la première à un véritable choc psychologique. Bien que l'imminence de l'assaut final soit assez largement pressentie par les Français, sa survenue surprend autant par sa violence que par ses acteurs. Les Normands s'attendent plutôt à revoir des Anglais sur leur sol, et ce sont les Américains qui forment le gros des troupes à l'ouest de la province. Ces libérateurs semblent issus d'un autre monde. D'eux, on ne sait alors que peu de choses, en raison des rares contacts de l'entre-deux-guerres avec ce lointain pays. Le contact après avec les Américains était très chaleureux parce que évidemment, pour nous c'était des Pères Noël. Bonbons, chewing-gum, chocolat, babi, c'était très sourd et on les aimait beaucoup. Hein. Mais eux aussi nous considéraient aussi soit comme leurs frères, mais nous trop petits, plutôt comme leurs enfants, quoi. Moi et un camarade, souvent le matin, les Américains nous prenaient devant la boulangerie, nous emmenaient dans leur camp. Nous passions donc des journées entières avec eux dans le camp. On se régalait bien parce qu'on mangeait le beurre de cacahuète, j'aime mieux vous dire, on en a mangé. Hein. Donc on mangeait avec eux, des chewing-gums bien sûr, les cigarettes. On échangeait quelquefois tout cela avec une petite fiole de calva. On n'avait pas de savon pour laver mon petit frère. Alors je ne me suis pas dégonflé, je suis parti dans les champs et j'ai demandé du savon aux Américains qui étaient dans les petites tentes dans les champs. Et là évidemment les Américains, qu'est-ce qu'ils me proposaient? Du chocolat. Et du chocolat j'en avais, et des bonbons j'en avais, et je cherchais toujours mon savon. Et là c'est un grand noir qui est sorti de sous la tente, qui m'a montré une boîte paraffinée, et il m'a montré, il avait compris, j'avais fait signe qu'il fallait se laver, il a compris lui qu'il fallait me donner du savon. Et là il m'a donné une belle savonnette toute rose, et là on a lavé mon petit frère avec la première savonnette américaine. Ma grande surprise et ma plus grande joie, c'était celle-ci, celle d'avoir monté dans ce petit Grasshopper qu'on appelle le Piper Club. Aujourd'hui, c'est un avion qui est très ancien, mais qui a servi à la surveillance. Pour l'avancée des troupes. J'avais des ailes, je montais dans le Piper Club et nous allions au-dessus de Saint-Côme-du-Mont pour, lui avec sa radio, pour donner des indications aux canonniers qui étaient dans les parages. Hein.
des bazoukatiers, je rappelle tous ceux qui avaient des armes. Et à Wéville, il me dit, où habites-tu? Ben, je lui dis, je vais te montrer. Auprès du clocher. Alors pour lui, c'était une enfance de l'art. Il jouait avec son avion, lui. Alors, il me dit, tu me montres ta maison? À quel endroit? Ben, je lui dis, attends. Alors on fait un tour de l'église, on arrive. Ma maison est à côté de l'église. Et je lui dis, c'est là. Et au même moment, dans la cour, il y avait tous mes frères et mes sœurs qui avaient entendu le petit zinc très très bas passer. Et tout le monde était le nez en l'air en train de regarder. Et moi, j'ai fait ça. Et comme l'aile droite penchait, forcément, on faisait un virage. Ils m'ont aperçu et ils m'ont reconnu dans l'avion. Ah, ça a été le tollé. Tout le monde était les bras en l'air. Dans les premières années qui suivirent la libération, les autorités civiles et militaires, aussi bien françaises qu'américaines, s'interrogèrent sur la création de grands cimetières américains en lieu et place des cimetières provisoires présents sur notre territoire. Comme le démontrent les plans suivants, Sainte-Mère-Église aurait très bien pu accueillir l'un de ces cimetières militaires. Il n'en fut rien, au grand regret des gens de la région, pour qui les soldats américains, tombés en juin 1944, avaient leur place ici, et nulle part ailleurs. Le 11 novembre 1944, le tout premier monument érigé sur l'ensemble des plages du débarquement fut certainement celui dédié aux sapeurs du 1st Engineer Special Brigade, dressé sur le toit d'un des abris du WN5. Cet obélisque reste indissociable de son commanditaire, le colonel Eugene M. Caffey. Placé à la tête du 1st Engineer Special Brigade à partir de mars 1943, Caffey fut soudainement relevé de son poste le 29 avril 1944, au lendemain du fiasco de l'opération Tiger. Dans le même temps, et pour marquer un peu plus sa proximité avec ses hommes, le colonel Caffey fit dresser, le long de chaque route sillonnant l'arrière-plage, 43 panneaux en bois portant chacun le nom d'un soldat tué au cours du mois de juin 1944. De nos jours, en se baladant à travers le bocage montois, on compte toujours ces panneaux, en béton depuis 1994. Ce 6 juin 1945, le monument érigé par le colonel Caffey à Utah Beach fait l'objet d'une cérémonie officielle. Les autorités civiles et militaires sont entourées par de nombreux civils. À l'avenir, ce site mémoriel deviendra un endroit incontournable. Ce 6 juin 1945 est également fêté à Sainte-Mère-Église. Les rues sont noires de monde, les enfants se sont costumés en petits parachutistes. Le maire, Alexandre Renaud, et son épouse, Simone, président aux festivités. On les voit entourés de leurs amis parachutistes, dont Francis Lamoureux et le capitaine Baudouin. Les Américains ont troqué leur tenue de combat pour d'élégants uniformes. Au-delà de ces images festives, une vérité s'impose. La Seconde Guerre mondiale est finie depuis à peine un mois. En cette année 1945, le général de Gaulle jouit d'une immense popularité auprès des Français. Son prestige, il le tient de son parcours semé d'embûches, tout au long des 5 années qui ont précédé. La liste non exhaustive pourrait commencer par l'appel du 18 juin 1940. Ce jour-là, sur les ondes de la BBC, la voix du général retentit pour dire non. Un non à l'armistice dicté par les Allemands. Le port en eau profonde de Cherbourg a été le grand port de la libération. Lorsque les Américains capturent Cherbourg, le 27 juin 1944, le port a été complètement détruit par les Allemands. Le port de Cherbourg est rendu officiellement aux autorités françaises par les Américains le 14 octobre 1945, bien après la fin de la guerre. La remise du port de Cherbourg aux autorités françaises est présidée par le général Lee, le grand maître de la logistique américaine. Sur l'estrade, on remarque la présence du nouveau maire de Cherbourg, René Schmitt. À quoi pense-t-il en regardant défiler les troupes françaises et américaines? Sans doute au devenir de Cherbourg et de son port. Car il nourrit déjà de grandes ambitions. Cherbourg a été le port de la victoire, sous l'égide de l'armée américaine. Cherbourg a donc fait ses preuves, et deviendra, selon René Schmitt, le grand port de la reconstruction de l'Europe.
Les services américains de la logistique n'ont pas manqué de chiffrer avec exactitude le tonnage de matériel divers qui a été déchargé dans les ports de Normandie pendant les 11 derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Du 6 juin 1944 au 8 mai 1945, 7 442 529 000 tonnes de ravitaillement ont été acheminées par voie de mer en Normandie. Il est essentiel de détailler les quantités revenant aux principaux ports. Par ordre de grandeur, Cherbourg s'octroie de très loin la première place, avec 2 682 538 tonnes de matériel. Viennent ensuite Le Havre, avec 1 299 110 tonnes, puis Omaha Beach, avec 1 264 999 tonnes, Rouen avec 1 165 631 tonnes, et Utah Beach avec 720 014 tonnes. C'est en 1946 que je me souviens, c'était, je crois, le général Gentilhomme. En juin 1946, le général Le Gentilhomme, qui commande la 3e région militaire, remet une décoration à Rex Combs et à Malcolm Brannen, tous deux appartenant au 508e régiment d'infanterie parachutiste. L'année d'après, on est allé sur la tombe du général Roosevelt. À Sainte-Mère-Église, une délégation de l'American Legion rend les honneurs sur la tombe du général Teddy Roosevelt Jr. Sa veuve est présente. L'histoire de la borne zéro et de sa cérémonie d'inauguration en 1947 à Sainte-Mère-Église est inconciliable de l'histoire de la commune. La borne zéro représente également un symbole fort de la libération. De nombreuses villes avaient proposé leur candidature pour accueillir sur leur sol cette borne zéro, et le choix se porta sur Sainte-Mère-Église. Lorsque Charles de Gaulle revient dans le Nord-Cotentin, à Saint-Lô en 1950, c'est un représentant du parti politique qu'il a créé en 1947, le RPF, Rassemblement pour le peuple français. En 1946, il a quitté le pouvoir, lassé par le désordre politique inhérent à la constitution de la 4e République. Là où le général, entre 1940 et 1945, avait su réunir des factions originellement hostiles, il est vrai que la guerre prévalait sur les intérêts particuliers, il se doit désormais de convaincre ses interlocuteurs. Ses fidèles sont encore très nombreux, mais le jeu politique n'a rien de commun avec la conduite d'une guerre. Aussi, le chef de guerre, Charles de Gaulle, devient un leader politique. La métamorphose ne semble pas lui poser de problème. L'homme est un tribun redoutable, un orateur hors pair. Sa faconde est à l'aune de son énergie naturelle, autrement dit légendaire. Mais les finances du RPF se révèlent limitées. Pour preuve, les moyens de déplacement mis à la disposition du grand homme. Point d'escorte officielle, de protection rapprochée. À cet égard, il suffit de constater avec quelle facilité un jeune cinéaste amateur peut s'approcher d'un homme de la stature de Charles de Gaulle. Je me souviens d'avoir vu Eisenhower sur la place de la mairie, là où est la borne zéro. Et donc, avec lui, sa femme, on l'appelait à l'époque, enfin elle s'appelait Mamie. Dwight D. Eisenhower est né à Denison, au Texas, en 1890. Il est mort à Washington, en 1969. Ancien cadet de l'école militaire de West Point, il dirige les débarquements alliés en Afrique du Nord en 1942, en Italie en 1943, puis en Normandie en 1944. Il commande en chef les forces alliées qui vont vaincre la Wehrmacht en 1945. Mis en 1950 à la tête des forces du pacte atlantique en Europe, il est élu président républicain des États-Unis de 1953 à 1961.